On va revenir ce soir sur cette escalade inédite des tensions entre l'Iran et Israël depuis une semaine maintenant. Les chancelleries occidentales pressent les parties de faire preuve de retenue pour éviter un embrasement à toute la région, mais la tension demeure. Encore ce samedi, une explosion s'est produite sur une base militaire dans le centre de l'Irak, abritant des troupes de l'armée et d'anciens paramilitaires pro-Iran, des unités Hashd al-Shabi, désormais intégrées dans l'armée régulière irakienne. On en parle ce soir avec l'invité d'Au cœur de l'info, Jean-Paul Chagnolot. Bonsoir. Bonsoir. Directeur de l'IREMO, l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur France 24. Un nouveau cap est indéniablement franchi cette semaine, avec tout d'abord cette attaque massive de drones et de missiles de l'Iran sur Israël. Et puis hier, ces explosions dans la région, ces 3 explosions dans la région iranienne d'Ispahan qui abritent, on le sait, des sites militaires balistiques et nucléaires iraniens. Est-ce que vous avez été surpris par ces développements ? Écoutez, on est toujours surpris au Moyen-Orient par ce qui arrive, bien entendu, mais en même temps, à partir du moment où il y avait une frappe israélienne sur un bâtiment diplomatique iranien à Damas, il était évident qu'il y aurait une riposte iranienne, et naturellement, la question est de savoir quelle serait la nature de cette riposte. On a vu ce que c'était, ça a surpris beaucoup d'observateurs parce que c'était une réponse qui a touché le territoire israélien. Et ensuite, la question, on a suivi ça ces derniers jours, quelle serait à son tour la riposte israélienne. Et il faut dire que dans les deux cas, on a cherché à faire des ripostes calibrées. En tout cas, la riposte israélienne l'a été. Manifestement, je crois que beaucoup d'acteurs internationaux, les États-Unis en particulier, ont poussé les deux protagonistes à ne pas aller dans une escalade. Parce que si on va dans une escalade, ça veut dire un embrassement régional. Et alors là, je crois que plus personne ne contrôle plus rien. Et en fait, c'est des perdants pour tout le monde. Ça aurait été vraiment une tragédie dans la tragédie. Nous y sommes déjà. Mais je veux dire, là, ça aurait été encore quelque chose d'incontrôlable. Donc c'est bien qu'il y ait au moins cette retenue de la part de 2 acteurs. Bien entendu, c'est un moment et il y en aura d'autres. Et des confrontations, je pense qu'elles ne sont pas terminées, bien entendu. Concernant cette fois les 3 explosions qui se sont produites hier dans la région d'Ispahan, la communication des autorités iraniennes a été assez parcellaire. Elles ont juste précisé qu'il n'y avait ni dégâts ni victimes, ont minimisé aussi l'importance de ces incidents, parlant de ces drones comme des micro-oiseaux. Les autorités iraniennes qui n'ont d'ailleurs pas pointé du doigt directement Israël à l'issue de ces incidents. Il y a une volonté claire du côté iranien de s'en tenir là. Je crois qu'ils l'ont dit, les autorités iraniennes l'ont dit aussitôt après avoir attaqué le territoire israélien. Ils ont clairement dit, la formule est très particulière, l'incident est clos. Ils ont utilisé ces termes, et donc ils avaient intérêt à minimiser. Il y a une espèce de jeu très complexe d'ambiguïté, à la fois politique et stratégique. On minimise les coups reçus. Au contraire, on amplifie la capacité de défense qu'on a pu avoir à tel moment, c'est les Israéliens. Mais après, on a bien compris qu'ils avaient choisi de ne pas être dans une escalade régionale. Et ça, c'est important, c'est ce qu'on évoquait à l'instant. Donc sauver la face sans oui, aller trop loin. C'est une séquence qui est nouvelle, parce que c'est la première fois, bien sûr, que l'Iran attaque le territoire israélien. Mais en même temps, c'est lié, il ne faut jamais l'oublier, au fait que les Israéliens ont attaqué un bâtiment diplomatique iranien. Et évidemment, ça, c'est absolument contraire à toutes les conventions de Vienne. Et donc, il était évident que c'était une provocation de la part des Israéliens. Ça ne pouvait pas ne pas conduire à une riposte iranienne. Donc, on a ce jeu-là. Et quand on parle de tout ça, ici ou ailleurs, il est clair qu'on oublie ce qui se passe à Gaza. Or, la guerre à Gaza, et vous l'avez évoqué tout à l'heure dans votre introduction, en Cisjordanie, ça continue, et dans des conditions terribles. Donc, il faut bien voir que, quelque part, il faut revenir à la souche de cette affaire, qui est quand même ce qui se passe à Gaza. Concernant toujours ces explosions hier en Iran, dans la région d'Ispahan, la version officielle iranienne laisse deviner une attaque de drone depuis le territoire iranien lui-même. C'est quand même un aveu de faiblesse. Écoutez, ce genre de choses, moi je préfère ne pas les commenter parce que je n'en sais rien. Je ne sais pas d'où sont venus ces drones. Il y a eu de multiples informations. En particulier, on dit effectivement que ça aurait pu venir du territoire iranien, ce qui poserait évidemment plein de questions. Ça veut dire qu'il y aurait un réseau infiltré, il y aurait des acteurs iraniens. Je ne sais pas. Je ne veux pas spéculer là-dessus. Oui, encore beaucoup de zones d'ombre dans des situations entretenues par les autorités iraniennes. Oui, mais dans des situations comme celle-là, je crois que les commentateurs qui veulent en rajouter en prétendant savoir, moi je ne sais pas ce qui s'est passé dans le détail. Donc je préfère m'abstenir. Du côté d'Israël, la riposte annoncée par le gouvernement Netanyahou, pressé d'ailleurs par son aile droite, notamment le ministre Itamar Ben-Gvir, pourrait se traduire beaucoup plus largement.
Écoutez, qu'est-ce que ça veut dire plus largement? Alors là aussi, ce sont les scénarios qu'on a pu envisager. Il y avait la possibilité d'attaquer ce qu'on appelle les proxies, c'est-à-dire attaquer le Liban, d'attaquer en Irak, Ce ça qui a est dû déjà être le cas. fait probablement, en Syrie, et bien entendu une attaque plus importante. Mais vous voyez, on entre tout de suite dans des scénarios qui sont connus. Et ça implique beaucoup de choses, à la fois sur le plan stratégique, aussi sur le plan logistique, parce que prétendre attaquer l'Iran, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut quand même rappeler que l'Iran, c'est une nation de 85 millions d'habitants, sur une superficie énorme, donc c'est un grand pays, et l'attaque, qu'est-ce que ça peut signifier? Donc pour l'instant, justement, on ne sait pas, les Israéliens ne sont pas partis dans une telle direction, et je crois que les Américains n'en veulent pas, et je crois que personne n'en veut. Une fois encore, s'il y avait vraiment une confrontation armée entre ces deux pays, c'est tout le Moyen-Orient qui est touché dans des conditions terribles. Et puis, il y a un certain nombre d'États qui sont vulnérables, donc, qui sont habituellement présentés comme des puissances, mais qui sont très vulnérables. Je pense aux Émirats du Golfe, je pense au Qatar, je pense aux Émirats arabes unis, et l'Arabie saoudite. Mais les Émirats arabes unis, c'est une grande puissance financière, mais sur le plan logistique, militaire, elle était au premier On rang. appelle effectivement à la retenue et à la désescalade. C'est Dubaï, c'est Abu Dhabi. Sur le plan militaire, ça ne tiendra pas très longtemps, comme le Koweït il y a 30 ans, enfin, en 1991. Donc vous voyez, tout le monde a intérêt à ce qu'il n'y ait pas cet embrasement régional qui serait vraiment d'une gravité absolue. Alors qu'une offensive sur Rafah reste d'actualité, en tout cas d'après les dires de Benyamin Netanyahou, Israël pourrait assumer de toute façon de mener le combat sur autant de fronts? Écoutez, je crois que l'essentiel pour Netanyahou aujourd'hui, c'est effectivement Gaza. Et dans Gaza, on voit ce qui se passe. C'est tout de même quelque chose de terrible. On est à 33 000 morts et sans doute davantage. 34 000. 34 000 maintenant. Au moins 34 000 selon le ministère de la Santé. Voilà, 34 000, sans compter ceux qu'on n'a pas pu décompter, notamment dans les ruines de Gaza. Une grande partie de la population de Gazaoui, on le sait, a dû être obligée de partir dans le sud. Ils sont à Rafah maintenant. Ils ne peuvent plus revenir au nord. Au nord, c'est une catastrophe à tous égards. Il reste entre 3 ou 350 000 personnes dans des conditions absolument inhumaines. Et la prochaine étape, je le crois, c'est Rafah. Et je pense qu'on va même... Actuellement, les informations dont on peut disposer, il faut là encore être prudent parce qu'il ne faut pas rajouter des choses dont on n'est pas sûr. Mais en tant qu'hypothèse, j'ai encore appris tout à l'heure, de sources bien informées, donc mais je le mets quand même sous forme d'hypothèse, que l'attaque sur Rafah est préparée, est en train de commencer. Et si elle est effectivement en train de commencer, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que l'armée israélienne peut enclencher cette bataille de Gaza, cette agression contre Rafah, et ça veut dire qu'une partie de la population gazaoui pourrait être obligée de franchir la frontière et d'être en Égypte. Vous savez que les Égyptiens ont préparé une zone de sécurité. Il y a des membres du gouvernement, et ils sont nombreux, qui veulent ce qu'on appelle un nettoyage ethnique. Il faut dire les choses comme elles sont. Et c'est en train, sans doute, d'être négocié entre l'Égypte et Israël. Donc il y a quelque chose de très grave qui se trame en ce moment, alors même qu'il faut quand même le rappeler, ce dont nous parlons, on fait l'impasse sur une chose essentielle, qui est qu'il y a une résolution du Conseil de sécurité le 25 mars qui appelle à un cessez-le-feu humanitaire immédiat. Ça a été encore rappelé avec beaucoup de force, il faut le dire, par le président Macron dans sa tribune avec le chef d'État égyptien et le chef d'État jordanien, le roi Abdallah et Sisi. Ils ont redit avec force qu'il fallait impérativement que cette résolution, c'est la 27-28, eh bien, elle soit appliquée, c'est-à-dire cesser le feu immédiat et mesures humanitaires et évidemment la possibilité que les denrées alimentaires entrent pour empêcher cette famine dont Macron lui-même dit qu'elle s'installe. C'est le président de la République française qui le dit. C'est pas donc c'est vraiment les Nations Unies. Voilà, donc voilà. Et donc on en est là. Et je crains que qui se trame en ce moment fait qu'on oublie le droit international dans sa dimension la plus importante, la plus forte, quoi. Et ça, c'est largement la responsabilité aussi des Américains. Et justement, le fait que l'attaque iranienne du week-end dernier n'ait été déjouée à 99%, en tout cas c'est ce que dit l'armée israélienne, que grâce au concours des Occidentaux, rappelle à Israël que ce soutien des Américains, entre autres, et aussi des Occidentaux en général, des Britanniques, des Français qui ont aussi participé à la sécurisation du ciel israélien, est indispensable. Et donc... Écoutez, ce qui est sûr, c'est pousser Benyamin Netanyahou à peut-être écouter un peu plus les Américains. Justement, toute l'ambiguïté est là. C'est même plus tout à fait de l'ambiguïté, mais en fait, il a effectivement bénéficié d'un soutien logistique, technique très important. Et d'ailleurs, ça pose des questions pour les Ukrainiens qui auraient souhaité avoir le même soutien. On a vu la réaction avec beaucoup d'amertume du président Zelensky. Mais pourquoi est-ce qu'on fait ça pour Israël et pas pour nous? Et ce qui est important et ce qui est grave, c'est que alors qu'il
qu'il y a ce soutien occidental, en fait, au lieu de jouer ensuite un compromis politique, je parle de Netanyahou, en fait, il prend ce soutien, mais ne tient aucun compte de ce que demandent les Occidentaux. Les Occidentaux demandent qu'il n'y ait pas d'attaque à Rafah, demandent que cette résolution du Conseil de sécurité soit appliquée, c'est-à-dire cesser le feu immédiat, avec toutes les dimensions humanitaires que je rappelais à l'instant. Donc c'est ça. Et en fait, mon analyse, c'est que en fait, le Netanyahou se sert de cette espèce de bulle d'impunité par les Occidentaux pour continuer cette guerre à Gaza dans des conditions absolument incontrôlables. Il s'adresse à son électorat. Et son objectif principal, c'est évidemment, et c'est un objectif qui est largement atteint malheureusement, c'est la destruction de Gaza, Rafah, de Gaza comme ville, mais du territoire tout entier. Il n'y a pas de plan pour l'après-guerre. Je crois que le plan, c'est raser Gaza, c'est ça. Et si possible, ça a été dit, je lis la presse israélienne régulièrement, eh bien, il s'agit de chasser, autant que c'est possible, la population gazaoui. Il y a deux façons de le faire. En rendant le territoire invivable, ce qui est déjà le cas. Ceux qui pourraient rentrer au nord, même si c'est impossible, qu'ils le fassent quand même, je parle des Gazaouis, eh bien, n'ont plus rien. Et ceux qui sont au sud, du côté de Rafah, c'est la plupart, l'essentiel de la population est là, ils risquent de subir cette attaque israélienne et sans doute traverser cette frontière. S'ils traversent cette frontière par dizaines de milliers, eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est du nettoyage ethnique. Et ça, c'est tout à fait... Enfin, il n'y a pas de mots pour dénoncer ça. Sur le plan du droit international, évidemment, c'est une violation flagrante du droit international, une de plus. Mais en plus, c'est, sur le plan humanitaire, quelque chose de terrible. En plus, il faut rappeler que les gens de Gaza sont à 85% des réfugiés de 48. Les grands-parents, les parents, les enfants. Et ces gens qui sont réfugiés, je dirais de père en fils, c'est terrible, eh bien là, ils vont à nouveau se retrouver dans une nouvelle, comme le disent les Palestiniens, cette fameuse Nakba, c'est-à-dire la catastrophe de 48, où on est obligé de partir, l'exode forcé. Et là, on est dans cette situation-là, on est juste à la tangente. Il est possible que dans les prochains jours ou les prochaines semaines, cette nouvelle Nakba se fasse, au vu et au su de tout le monde, on sait. Et les Nations Unies l'ont 1000 fois répété, Borrell, l'Européen, l'a dit aussi très clairement. Bref, on est dans une situation où on sait ce qui peut arriver. On le dénonce verbalement, et pourtant, il n'y a aucune action précise, concrète, forte, pour dire aux Israéliens, arrêtez tout cela et arrêtez ces massacres. Benjamin Netanyahou a aussi intérêt à maintenir, disons, cette guerre, cette tension à des fins personnelles. Écoutez, il y a aussi la dimension, vous avez raison, politique intérieure, mais enfin... l'enjeu, il est historique. Vous savez que nous vivons en ce moment une séquence d'histoire très importante. Plus rien ne sera comme avant à partir de ce qui s'est passé depuis le 7 octobre. Et par conséquent, effectivement, il joue sa carte personnelle. Et en fait, il est dans une impasse stratégique, parce que qu'est-ce que ça va donner, en fait, cette destruction de Gaza, s'il n'y a pas derrière vraiment la volonté de régler globalement la question israélo-palestinienne? Ça va donner une génération de jeunes Palestiniens qui n'auront qu'une envie, c'est de prendre les armes dans les temps qui viennent. Donc en fait, ça sera une tragédie qui va engendrer les tragédies de demain. Et la seule issue, c'est de faire en sorte qu'on essaie de revenir, comme le dit le président Macron, comme l'a dit à un moment donné Biden, mais il a un peu oublié, il a un peu bafouillé, je dirais, qu'on en revienne à la volonté d'avoir un règlement politique global. C'est le seul moyen de sortir de là. Malheureusement, on est en train de prendre des chemins qui sont presque inverse de celui-là. Et si on prend le cas de la sécurité d'Israël, qui est fondamental, bien entendu, assurer la sécurité d'Israël, c'est pas par la guerre, c'est par la paix. Comment est-ce que le front avec l'Égypte a été rendu pacifique, ou avec les Jordaniens? C'est par un traité de paix, et c'est par un traité, par la diplomatie, qu'on arrivera à sécuriser Israël véritablement, pas de cette façon-là. Et malheureusement, une fois encore, on prend cette direction, et comme vous le dites très justement, Netanyahou joue aussi des cartes personnelles, car il est extrêmement critiqué sur le plan interne. Pressé aussi par l'aile droite de son... Bien sûr, il est à la fois pris, mais bon, il n'est pas si éloigné que ça de l'aile droite. On dit toujours l'aile droite le pousse, mais en fait, on n'a pas besoin de le pousser beaucoup. Il est quand même sur cette position depuis des années et des années. Il réfute toute idée de possibilité d'un État palestinien et de compromis avec les Palestiniens. Donc c'est clair. Et donc il a toujours été pour la colonisation. Et d'ailleurs, la colonisation continue avec beaucoup d'intensité en Cisjordanie. Donc on est dans cette situation-là, et c'est je répète, une impasse. Pendant ce temps, donc, la guerre à Gaza se poursuit. Au moins 34 000 morts. On rappelait ce bilan communiqué ce week-end par le ministère de la Santé, contrôlé par le Hamas. Et la population est donc toujours menacée par la famine. Jean-Paul Chagnollo, vous aviez voulu visionner d'ailleurs une archive qui date du 29 février dernier, lorsque 118 Palestiniens avaient été tués et 760 autres blessés en attendant
un convoi d'aide humanitaire. Voilà, on voit ici des images de l'armée israélienne. Qu'est-ce que ce drame, lors d'une distribution d'aide alimentaire, dit du conflit? Écoutez, il suffit de regarder l'image. C'est donc un convoi alimentaire, c'est de la farine sans doute qu'il y a sur ce camion, et il y a des centaines, peut-être des milliers de Palestiniens qui se précipitent sur ce camion. Nous sommes dans la région de la ville de Gaza, pas très loin de la mer, et les Israéliens tirent. Ils ont dit que les morts, il y a une centaine de morts et des centaines de blessés. Ils disent que c'est la bousculade, mais en réalité, les témoins ont bien montré qu'il y avait eu des dizaines de personnes, une centaine, qui ont été tuées par balle. C'est-à-dire que les Israéliens ont tiré. Donc on a là à la fois la déshumanisation, toute une population qui se retrouve contrainte de courir pour aller chercher de la nourriture. Et puis, on a aussi cette espèce de violence contre des civils. Donc, ça résume tout. Et en arrière-plan, ça veut dire qu'on a organisé la famine de cette population pour faire pression sans doute sur le Hamas, ou en tout cas pour pousser encore ou punir peut-être cette population à fléchir ou à partir. Donc c'est vraiment une image. Et ce qui est aussi terrible du point de vue occidental, si je puis me permettre d'aller un peu plus loin, c'est que après ce moment qui est le 29 février, vous venez de le rappeler, est-ce que ça a été un tournant ? Ça a choqué, mais ça n'a pas été un tournant. Par contre, début avril, lorsque un convoi de 3 véhicules d'une organisation américaine, World Central Kitchen, il y a eu des morts, il y a eu 7 humanitaires tués. Alors là, ça a été un tournant. C'est la même logique. C'était des humanitaires qui apportaient un minimum de soutien alimentaire aux Palestiniens. Deux poids, deux mesures dans les Qu'est-ce qui s'est passé ? À ce moment-là, les Américains se sont dit c'est inacceptable. Mais enfin, on était le 29 février, on le voit sur les images, terrible. Il faut attendre le 2 ou 3 avril pour qu'on se rende compte que c'est inacceptable, sans doute parce qu'il y avait effectivement des Occidentaux qui étaient touchés et qui ont été tués. Et voilà, donc on est dans cette espèce de contradiction. Les Occidentaux, aujourd'hui, dès qu'on franchit la Méditerranée, quand on va au sud, eh bien, je vous assure que l'image de la France et des Occidentaux en général est tout à fait critiquée pour toutes ces raisons. On promet et on promeut des valeurs de respect de la dignité humaine, du droit international, et on ne réagit pas comme il le faudrait quand on voit ces images. Autre actualité sur laquelle je voulais que vous réagissiez, cette semaine, la candidature de la Palestine à l'ONU a été retoquée. La France, justement, a voté pour, mais veto américain sans surprise. Ça dit quoi ça dit que les Américains n'ont pas de véritable politique. Parce que d'un côté, ils disent qu'il faut aller vers un règlement politique. Ils disent que ce règlement politique devrait aboutir à terme vers une solution à 2 États. Et lorsqu'il y a une première pierre possible pour construire ce règlement politique global qui me paraît incontournable et indispensable, dans un monde où il y aurait de l'intelligence politique, pas forcément dans le monde d'aujourd'hui, eh bien, il s'oppose à cette résolution. La France l'a votée. La Grande-Bretagne s'est abstenue, c'est-à-dire qu'elle a soutenu le texte, et les Américains se sont opposés à ce texte. De même que lorsqu'ils ont voté, ils se sont abstenus, à cette résolution du cessez-le-feu humanitaire, donc que je parlais tout à l'heure, le 25 mars, ils ont ensuite dit que cette résolution du Conseil de sécurité n'était pas contraignante. C'est l'ambassadeur qui le dit aussitôt. Or, c'est absolument contraire au droit international. Évidemment, les résolutions du Conseil de sécurité sont contraignantes. Tous les États qui ont signé la charte, c'est-à-dire l'ensemble des États du monde, se sont engagés à les respecter et à les faire appliquer. Donc vous voyez cette espèce de contradiction, et les États-Unis portent une responsabilité considérable dans ce qui se passe aujourd'hui, et ils prétendaient arrêter l'armée israélienne, et en particulier empêcher l'armée israélienne d'attaquer Rafah, et je crains fort, nous verrons dans les prochains jours, mais je crains fort que Netanyahou ne les écoute pas, et parce que les Américains ne prennent pas les mesures qu'il faut. Donc en fait, les Américains soutiennent à fond, et on sent quand même un agacement. Il y a un agacement, mais un agacement en histoire, c'est pas ça qui fait l'histoire. Joe Biden est dans une séquence historique, comme j'ai évoqué tout à l'heure. Il pourrait voir loin.
c'est-à-dire assurer la sécurité d'Israël à long terme. Et assurer la sécurité d'Israël, ça voudrait dire vraiment un règlement politique global. Or, ce n'est pas le chemin qu'il prend. Il est sans arrêt dans des contradictions, et malheureusement, ces contradictions aussi montrent au reste du monde les contradictions de l'Occident, et pas simplement des États-Unis. Et que dire justement des Européens largement absents sur les Européens, ils sont en ordre dispersés, j'allais dire malheureusement, et comme toujours. Il y a des positions qui deviennent extrêmement claires, celle de l'Espagne, celle de l'Irlande, celle de la Belgique, celle de la France. Aussi active sur ce dossier. Celle de la France, mais prenons un instant la position de la France. Il y a une tribune du président Macron que j'ai citée déjà 3 fois, que je trouve remarquable, parce qu'il dit, voilà, il faut appliquer le droit, et de manière tout à fait urgente, parce que la situation est catastrophique. Il est arrivé un peu tard pour le dire, mais il le dit. Mais maintenant, il est président de la République. Et il a un rôle important en Europe, mais il faut des actes. Une tribune dans le monde, c'est très bien, mais si ce n'est pas le premier pas vers une politique forte à l'égard d'Israël et par rapport à ce conflit, eh bien, ça sera simplement une tribune dans le monde. Et c'est terrible. Ça voudrait dire que les Européens peuvent parler, mais ne rien faire. Ils pourraient à minimum créer un groupe d'États avec l'Espagne, avec les pays que je viens de citer, et essayer de peser. Malheureusement, ils ne le font pas, ou en tout cas, pour l'instant, il n'y a aucun résultat. Si, dans les coulisses des diplomaties, ils tentent de le faire. Quelle issue alors ? Vous savez, il y a 2 issues possibles. Le premier, c'est une issue par le droit international, c'est tout ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire qu'on assure les règles du droit pour aller vers un règlement politique. Et l'autre issue, et malheureusement c'est celle qui est en train de se mettre en place, c'est les rapports de force à l'état pur. Les rapports de force à l'état pur, ça veut dire qu'on reste dans une conjoncture, ça veut dire qu'on écrase, le plus fort écrase le plus faible, dans des conditions dramatiques évidemment, et ça ne règle en rien. Ça, au contraire, nourrit, ce que j'évoquais tout à l'heure, les tragédies de demain. Et malheureusement, si ça continue encore quelques temps, car là, nous sommes vraiment au bout de quelque chose, à un tournant sans doute, eh bien, ça veut dire que le conflit israélo-palestinien aura eu cette séquence terrible, mais rien n'en sortira de positif. Et au contraire, je le répète, les haines, les volontés de revanche sont là, nourries par cette agression, d'où l'urgence d'aller vers l'autre voie, qui est celle du droit international. Tout est dit dans le droit international, et une fois encore, ça fait 4 fois que je le cite, c'est pas mon habitude, mais le président Macron l'a dit dans cette tribune. Mais qu'il mette en œuvre les choses autant qu'il le peut, en tout cas avec quelques Européens capables de bouger, et surtout par rapport à Biden, qui est vraiment, pour le coup, non seulement Biden est en train de perdre, mais il est en train de se perdre dans un contexte politique intérieur aux États-Unis où il est en train de préparer l'arrivée de Donald Trump, parce que finalement, Trump n'aura plus qu'à continuer dans la direction que Biden est en train de balbutier, si je puis dire, en étant un peu sévère avec cette politique si contradictoire. Merci beaucoup Jean-Paul Chagnollaud d'avoir répondu à nos questions ce soir dans Au cœur de l'info. C'est la fin de cet entretien à retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. Restez avec nous sur France 24. Prochain point complet sur l'actualité dans quelques minutes.